Alors bonjour, rebonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée évidemment à la culture musicale sous maintes formes. J'espère que je vais pas trop vous saouler avec mon blabla hebdomadaire, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous allez découvrir ou redécouvrir quelques disques qui dorment au fin fond de de vos étagères. Souvent c'est ça, hein. Moi je regarde des vidéos et puis je tombe sur des disques que j'avais pas écoutés depuis un petit chat à mon ami Mathieu, Dish007, depuis Belle Lurette. Je crois qu'il aimait bien cette expression la dernière fois. Euh, mais voilà, et puis c'est sympa de regarder des vidéos, puis parfois de tomber sur des trucs qu'on avait complètement oubliés. En l'occurrence, je vais donner un petit shout out, comme on dit en anglais, un petit coucou à un YouTuber enfin, j'ai pas vraiment de connexion avec, mais je suis tombé sur une interview de rock moderne. Enfin, c'était un type qui interviewait rock moderne et il a demandé à rock moderne quel était son disque un de ses albums préférés ou lui montrer un album préféré et rock moderne a sorti cet album de Bill Nelson. The Love That Whirls, Diary of a Thinking Heart. C'était un chef-d'œuvre en fait, il faut dire la vérité. Donc un petit clin d'œil à rock moderne. Je sais pas si tu me regardes, si tu me regardes pas, c'est pas grave. Ceux qui connaissent rock moderne connaissent un peu son style. Ça, c'est un disque qui date de 1982. En fait, c'est un tour de force absolu de Bill Nelson, guitariste de Bebop Deluxe. Ensuite, il a fondé un groupe Red Noise aussi, qui je trouve est vraiment absolument génial. C'est entre le prog et la musique expérimentale. Et il y a un côté très début des années 80, très, trouve très Omishi Sakamoto, très David Sylvian. Japan, enfin tout ça rentre dans le et voilà donc Rock Modern a été interviewé par ce que j'appelle un créateur de contenu en fait. Moi je suis pas un créateur de contenu, je suis un cum qui parle de musique de façon complètement décousue en fait. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de générique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de réseaux sociaux qui traînent derrière. Il n'y a rien, il y a zéro publicité. Nu Délire, c'est vraiment c'est l'anti-créateur de contenu. Et quand je vois des créateurs de contenu qui connaissent pas des disques comme ça me fait de la peine un petit peu. Bon, je continue. Euh, En restant sur les années 80, j'ai ressorti Antenna. Antenna, c'est un groupe franco-belge. Enfin, ouais, je crois qu'ils sont franco-belges. Encore une fois, du début des années 80, même période. Et moi, je trouve que ça, c'est juste la photo la plus cool au monde. Je veux dire, on dirait des jeunes mecs et gonzesses cool. Ça aurait pu être pris l'année dernière. Enfin, genre, c'est vraiment une photo. Je trouve ça cultissime, quoi. Et donc, l'album d'Antenna, qui s'appelle Camino del Sol, il avait été sorti en 81 ou 82 ou je sais plus quand, et même peut-être 1980. Et il avait été réédité en 2010, il me semble, ouais, par numéro groupe. Bon, après, j'aurais pu trouver un original, hein, évidemment, mais bon, j'avais acheté ça, et puis à l'époque, c'était un peu, voilà, et j'ai toujours, pour moi, ça n'a aucun sens quand un disque sonne bien, et puis il y a tous les extras dedans. Alors, Antenna, j'ai même pas expliqué. En fait, c'est un groupe de post-punk, on va dire, vraiment de façon très large, hein, mais qui met l'accent surtout sur des mélodies assez brésiliennes, assez bossa, en fait. Et donc, Isabelle Antenna, même, elle a fait des albums qui sont vraiment dans cette lignée-là. C'est une espèce de mix entre la musique lounge, le post-punk, la bossa nova. Donc si vous aimez, je conseille d'écouter ben, la chanson titre Camino del Sol. Ça va vous donner vraiment une idée
tout à fait précise de quoi elle retourne. Continuer avec un autre disque belge que je considère comme un trésor caché, vraiment une pépite que tout le monde, enfin, les gens qui aiment la musique ambiante, la musique des années 80 devraient découvrir à tout prix. Enfin, pour moi, personnellement, hein, c'est un disque que j'affectionne particulièrement. C'est un groupe qui s'appelle Sunstroke. L'album s'appelle Nothing's Wrong in Paradise. Ça date de 1979 ou 1980. Et ça, c'est une réédition d'il y a à peu près 2 ans, 1 ou 2 ans, sur Libreville, un label français. Et moi, j'ai été un peu intrigué par ça, bah, parce que j'aime bien le label Libreville, et puis j'ai été intrigué par la pochette et tout. Et puis un magasin du coin à Melbourne bradait vraiment les copies parce que personne ne voulait les acheter. Je sais pas moi, il y a peut-être, j'ai ce disque depuis à peu près un an, je dirais. Donc il y a un an de ça, et je me suis dit bon bah je vais choper pour voir. Et en fait c'est devenu un disque bah, que que j'adore, mais vraiment au sens vraiment noble du terme. Comment classer ça? Très très difficile à classer. Donc ça date du début des années 80. C'est un disque d'ambiance avec un côté un peu new age, mais il y a une très très forte dimension synth pop. Donc voilà, c'est si on imagine un disque de synth pop, mais si on enlève tous les côtés mélodique, production, tous les gros refrains, tout ça, on enlève tout ça et puis on remplace tout ça avec des petits claviers un peu, enfin je sais pas, mais c'est très très new age, c'est un côté très new age, très. Et en fait, on a un espèce de mélange entre, voilà, ça fait un peu, encore, je vais revenir à David Sylvian, à des disques comme ça. Je vous laisse l'écouter, en fait, ça vient de Belgique. Moi, je trouve que c'est juste magnifique. Il y a il y a de très très beaux morceaux de piano électrique dessus. C'est envoûtant. Moi, je trouve ça. Bon, après, vous vous débrouillez, vous l'écoutez. Si ça vous plaît, vous le prenez. Si vous vous plaît pas, vous le prenez pas. Et puis, enfin, pour rester vraiment dans la même lignée, j'ai ressorti Spot de John Hassel. Donc ça, c'est son disque qui est sorti sur ICM, bon, un des disques qui est sorti sur ICM en 1986, avec notamment Michael Brook à la guitare, Richard Horowitz, qui est aussi une légende de l'ambiance, Brian Eno est là et fait partie du groupe. Et bon, on a vraiment c'est vraiment le moule John Hassel à 100%. C'est ce qu'on appelle la musique quatrième monde, fourth world, avec ce côté ambiant, tribal. T'as l'impression que t'es dans le désert, en train de marcher quelque part. Tu te retrouves dans des paysages, dans des ambiances qui sont, ouais, t'es un autre monde, on va dire. Moi, je trouve que c'est un superbe album. Et puis, bon, bah, c'est pas très très commun non plus, hein, mais bon, si vous le trouvez. Donc, je reste les années 80, j'ai une petite série là, avec cet album, Judy Collin, Without Mercy, un album de 1984. Si vous connaissez pas Judy Collin, c'est le groupe c'est Vinnie Riley, un guitariste de Manchester, un des premiers groupes à être signé sur le label Factory Records, le label de Joy Division, évidemment, Happy Mondays, tout ça. Mais peut-être un des moins connus, on va dire, parce que c'est vrai qu'on parle moins souvent enfin, bon, les gens qui aiment la musique de Manchester parlent moins souvent de Judy Collin, par exemple, mais moi je trouve que c'est un groupe vraiment essentiel
C'est de l'ambiance très mélancolique. Je veux dire, Juicy Cousin, c'est un son. Le type, il a inventé un son qui est vraiment propre à lui. C'est de la guitare très cristalline. C'est lancinant. C'est un côté vraiment mélancolique, très très. Ça évoque des paysages, encore une fois, Juicy Cousin. Et cet album, Without Mercy, c'est un des meilleurs qu'ils ont sortis. Et puis je vous le recommande grandement avec le premier album évidemment, Return of the Juicy Cousin. Elsie qui est vraiment vraiment génial aussi. Et puis The Guitar and Other Machines, il est génial, génialissime aussi. Ben, moi, Without Mercy, c'est vraiment. Alors puisqu'on parle de guitaristes des années 80, cet album-là, il est magnifique. Steve Hyatt, Down on the Road by the Beach. Steve Hyatt, j'ai déjà parlé de cet album sur ma chaîne anglophone plusieurs fois. C'était un photographe. Je crois qu'il est. Depuis, il est décédé. Je crois que c'est vraiment. Il me semble. Mais enfin, s'il n'est pas décédé, je m'en excuse, hein. Mais je sais pas pourquoi. Dans mon cerveau, il y a un. Alors, c'était un photographe et guitariste. Alors, il photographe. Dans le booklet là, cette réédition, vous pouvez voir la qualité du. Le type, c'était un génie. C'était vraiment un génie de la photo, quoi. On peut le dire. Et il est allé au Japon pour cet album et il a enregistré l'album avec des musiciens japonais. Et en fait, moi je dis souvent que ça me rappelle un espèce de croisement entre justement de Juicy Cousin, dont je viens de parler, et la qualité un peu californienne des Beach Boys. Si on mettait les deux ensemble, on aurait une fusion qui donnerait cet album. Alors c'est vraiment pareil, c'est des lignes de guitare très très mélancoliques. C'est très très joli. Je veux dire, je vous- il faut juste que vous l'écoutiez parce que franchement, euh, c'est un très bel album. Bon, je continue. Encore un peu d'années 80, encore un disque, un superbe disque, Picture Music. Voilà. Cet album, je crois que il s'appelle juste Picture Music, c'est un album donc éponyme. Alors ça, c'est vraiment l'obscurité la plus complète et totale. En fait, c'était un groupe de Brisbane qui a sorti cet album en cassette en 1987. Et c'est de l'ambiance et du. Ça fait vraiment. À certains égards, c'est assez krautrock en fait comme approche. Donc c'est de la musique, c'est des mecs voilà, qui certainement étaient fans de Brian Eno et puis de Cluster et puis de Faust et qui en 87 dans leur chambre ont fait cet album. D'ailleurs même il y a des titres de chansons qui sont même en allemand, Hauptbahnhof, comme vous pouvez voir. Donc il y a vraiment cette influence teutonique. Et c'est le label Left Ear Records qui a ressorti ça en 2021. Et en fait, c'est génialissime. C'est un double album ouais, de vignettes ambiantes, ambiantes électroniques, fait maison. Alors, allez écouter, hein, je ne peux pas dire beaucoup de choses de plus. Effectivement, voilà. Il faut que vous découvriez ça vous-même. Et puis, en restant un peu sur le côté crowd, j'ai ressorti cet album de. Ben ça, c'est plutôt de la musique de Library, donc c'est la musique d'habillage sonore. Bruno Spori, je crois que suisse, pas allemand, mais bon, ça tombe vraiment, enfin, ça tombe vraiment dans une case assez crowd rock aussi au niveau de l'instrumentation. Bon, bah, si vous aimez les choses comme voilà, Auguste Maki ou Ennio Morricone ou les choses qui vont dans l'habillage sonore. Et puis aussi le BBC Radiophonic Workshop, et puis François de Roubaix. Tout ça, ça tombe vraiment dans le même univers. C'était Finders Keepers qui avait sorti ça il y a des années. Moi, je sais plus combien de temps que ça fait cet album, mais je l'ai depuis de nombreuses années. Puis je le sors très rarement, parce que voilà, c'était sorti, je pense, il y a à peu près 10 ans de ça, quoi.
2000, non, 2006, plus que 10 ans. On vieillit. Ok, maintenant, on va passer à quelques albums de soul, de funk, de trucs différents. Je me suis réécouté Salt, je sais pas si c'est 11 ou 2. Quoi qu'il en soit, c'est l'album qu'ils ont sorti en 2022. Et pour moi, ça reste un des meilleurs albums de Salt. Alors, si vous connaissez pas Salt, c'est un groupe de soul, funk, euh, de Bristol, je crois, qui est très très mystérieux. Alors, ça s'écrit S-A-U-L-T, Salt, si vous avez jamais entendu parler du groupe. Mais il n'y a rien sur la pochette, quoi. Personne ne sait qui est dans le groupe. Je veux dire, c'est un produit vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment la descendance de groupes comme Massive Attack ou Portishead. Et puis même un petit peu, on peut dire Burial. Enfin, il y a ce côté un peu granuleux, c'est de la soul anglaise, mais ouais, il y a un côté point dans la gueule, quoi. Euh, qui pour moi est, voilà, ça ressort un peu. Bah bon, après, c'est juste mon interprétation à moi. Et, euh, et en fait, voilà, tout ce qu'on sait, c'est produit par un gars qui s'appelle Inflow. C'est de la soul, vraiment. Moi, je me demande toujours comment ils font pour écrire autant de sortir autant d'albums et créer autant de chansons comme ça. Enfin, je trouve ça absolument dément. Aussi, un autre album que je me suis écouté récemment, Cachito. Alors, Orlando Cachito Lopez, c'était semble le bassiste, le contrebassiste du Buena Vista Social Club. Et là, c'est un album solo qui était sorti si je ne m'abuse, bah, je sais plus, dans les années 2001, pardon, voilà. Je disais de 90, mais 2001. Et en fait, c'est un album de jazz latin très très dynamique, ça claque bien. Puis il y a aussi un peu de hip-hop dedans. Donc c'est marrant parce que il y a des chansons où voilà, il y a quelqu'un qui rappe dessus, quoi. Mais en fait, c'est génialissime. C'est sur World Circuit, voilà, le label de Ali Farka Touré, etc. Donc en fait, voilà. C'est- Encore une fois, si vous aimez le jazz afro-cubain, le jazz latin, la salsa, si vous aimez ça, ben, c'est vraiment mixé avec. C'est mélangé avec un côté vraiment moderne. Voilà l'album cultissime, Milton Nascimento, Los Borges, Club da Esquina, donc le club du coin. Ça, c'est un album, bon, comme je dis, c'est, c'est un des albums brésiliens qu'il faut avoir, quoi. En fait, à mon avis, à mon humble avis, c'est vraiment. Si on parle de la musique brésilienne du début des années 70, ça date de 1972, un super classique. Enfin, c'est des chansons qui sont mémorables dès le départ. Donc, Lo Borges, peut-être des deux, Lo Borges, en fait, censé représenter Lo Borges, c'est Milton Nascimento, là. Je sais pas si c'est vraiment eux sur la pochette. Je me suis jamais demandé, en fait, vraiment. Mais bref, ce sont deux génies, deux auteurs, compositeurs, interprètes de génie. Leurs albums solo sont aussi des pépites absolument incroyables. Mais bon, des deux, je crois que Milton Nascimento, c'est vraiment le leader du groupe et c'est la force créative. Et si vous avez jamais entendu Milton Nascimento, bah ça c'est un très très bon endroit où commencer. Donc c'est de la MPB, Música Popular Brasileira, donc c'est de la musique pop brésilienne. Mais la musique pop brésilienne, il y a un côté très très mélancolique qui sort aussi, qui est sur les albums de George Ben ou de Caetano Veloso, euh, je sais pas moi, Arthur Verocai, Marcos Valle, tous ces albums-là ont un côté très mélancolique. Je sais pas, la pop brésilienne, il, il en sort toujours un côté, moi je comprends pas les paroles, mais j'ai l'impression qu'il y a une tristesse dedans, qui est mélangée à une espèce de joie, quoi. Et j'ai sorti ça parce que je viens de trouver en CD il n'y a pas très longtemps le Club des Esquina numéro 2, donc c'est le volume 2 qui est sorti plus tard. Mais j'ai pas beaucoup écouté, donc je vais pas beaucoup en parler.
Je me suis écouté un peu de folk cette semaine aussi, du Johnny. Alors la semaine dernière, j'ai parlé de Tia Blake et puis je l'ai comparé à Johnny Mitchell et il y a je veux dire un auditeur, mais quelqu'un qui me regarde, un abonné qui m'a dit mais non, mais non, mais non, c'est pas du Johnny Mitchell. Il est tout à fait raison, j'avais tort. C'est plutôt du voilà, il y a plutôt un côté Dylan dans Tia Blake, mais par contre ça m'a fait ressortir Johnny Mitchell for the Roses et qui pour moi c'est un de mes albums préférés de Johnny. Elle est, je veux dire, c'est magistral, c'est vraiment. Je pense on parle souvent de Blue et puis ou Ladies of the Canyon, mais je pense que il faudrait parler de For the Roses qui est pas très connu. Alors je parlais avec mon cher ami Stunty, si tu nous regardes, il m'a rappelé d'écouter du Pierre Bensoussan parce que franchement c'est vrai, Pierre Bensoussan c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment sous-estimé quoi. Il y a un petit côté, je pense qu'on le ringardise un peu. Donc ces deux premiers albums effectivement sont très jolis. Moi j'ai que ça, j'ai que celui-là de Early Pierre Bensoussan qui est sorti sur Lost Lake Art, qui est un label adjacent à Windham Hill. Mais bon, en fait, c'est une espèce de best-of des deux premiers albums. Et c'est un guitariste vraiment, vraiment, c'est la classe. Il a un toucher incroyable. Et puis c'est vraiment, c'est de la musique qui est vraiment faite. On voit qu'il y a l'amour derrière des constructions musicales. Un autre monstre sacré de la chanson française, Léo Ferré. Un album voilà, un de ses meilleurs albums, vraiment, franchement, il n'y a plus rien. Ouais, avec des chansons magnifiques comme Ne chantez pas la mort, L'oppression, et puis bien sûr, il n'y a plus rien. Et puis bon, on a aussi évidemment l'orchestre euh, qui rend qui donne une dimension à cet album. C'est un peu comme avec La Solitude où on a Zo qui joue derrière. On arrive dans une autre dimension de Léo Ferré. Ok, quelques-uns de plus. Bon ben voilà, la vidéo sera plus longue, mais bon, en fait, alors j'ai ressorti ce disque parce que voilà, c'est un disque que j'ai redécouvert récemment avec la visite de Cédric euh, qui est un abonné qui est venu ici rester chez moi et on a, je sais pas, ça m'a fait ressortir ce disque parce que je lui montre des disques australiens. Puis depuis, j'ai joué plusieurs fois. Et en fait, c'est vraiment un album excellent de, de jazz modal, quoi, australien. Mais donc le groupe, effectivement, en l'occurrence, The Bruce Clark Quintet, ok, qui contient enfin, les musiciens sont de la scène australienne. Ce ne sont pas des noms que vous connaîtrez forcément habitant, enfin en France surtout. Mais je vous conseille, un peu entre Herbie Hancock et puis il y a un côté un peu, voilà, voilà, ça va dans un univers un peu spiritual jazz, un peu modal, un peu post-bop, on va dire. Moi, je trouve que c'est un très très joli album. De même pour cet album, Moravagine, donc ça c'est effectivement, ce sont des beaux originaux, hein. Moravagine, donc ça c'est un groupe français des années 70. J'avais trouvé cet album sur un marché à Auch, dans le sud-ouest de la France, un marché du samedi matin, dans un bac à 15 euros, vraiment un truc, le discount du siècle, quoi, parce que c'est un album qui vaut hyper cher normalement. Donc c'est un album de jazz expérimental, un peu funky aussi, quoi. Ça me rappelle, à certains égards, c'est un peu comme un peu du Cortex, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus expérimental. Il y a ce côté, encore une fois, je dirais très Headhunters là-dedans. Euh, bon, voilà. Moravagine, excellent. Euh, et puis, je me suis ressorti aussi, il n'y a pas très longtemps,
ce disque de Chouchou, qui est la musique de Twin Peaks en fait, qu'ils avaient réinterprété à leur sauce, qui est aussi bien, sinon presque mieux que la bande originale de Twin Peaks, parce qu'ils ont rajouté ce côté vraiment indie expérimental qui marche super bien en fait, avec ça. Donc Chouchou, c'est un groupe, je pense qu'ils sont de New York, et ça c'était sorti en, oh, je sais plus, il y a longtemps, hein, il y a 5-10 ans, je sais plus. Et en fait, moi, quand j'avais vu que c'était sorti, j'avais remué ciel et terre pour trouver une copie de ce truc parce que je voulais absolument l'avoir parce que je suis fan de Twin Peaks. Vu que je suis allé voir à Rouge Aftab la semaine dernière, je me suis réécouté beaucoup de Rouge Aftab parce que bon, elle est géniale. Et puis si vous avez jamais entendu parler de Rouge Aftab, chanteuse pakistanaise qui habite à Brooklyn, et bon, la gonzesse, c'est une sorcière, quoi. Elle vous- c'est tellement envoûtant, je sais pas quoi dire. Et finalement, le dernier que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un disque des Caraïbes. Max Silla, La Flûte des Mornes, volume 1. Donc, Max Silla, c'est un flûtiste, comme vous pouvez voir, martiniquais, je crois. Ou guadeloupéen, mais je pense qu'il est martiniquais. Et en fait, ça, c'est un disque vraiment. C'est quasiment de l'ambiante, en fait, on va dire, hein, parce que c'est tellement doux et mélancolique, et ça vous fait traverser des mondes, en fait, cette musique, hein. Voilà, musique des mondes, qui date de 1981. Très très joli disque, voilà. Donc je vais arrêter là, parce que j'en ai bien assez dit comme ça. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis voilà, écoutez des disques, revisitez votre collection. Voilà. C'est vraiment essentiel. On a tellement de beaux disques dans nos étagères. À bientôt.